pourquoi l'addiction n'est pas un problème mais une solution, pourquoi tu ne vis pas dans le monde mais dans un monde que tu te crées toi-même, comment sortir des schémas répétitifs et comment arrêter de rejouer les mêmes pièces de théâtre à répétition, pourquoi par exemple ta frustration est ton meilleur allié et n'est pas un ennemi. Je vais te livrer dans cette vidéo les 10 dernières années de recherche, de développement, d'introspection que j'ai fait. Et j'en ai fait énormément de l'introspection. J'ai fait énormément de thérapie de groupe pour comprendre mon fonctionnement, mais aussi le fonctionnement des autres, à travers les lectures, les podcasts, tous les cours que j'ai suivis. C'est le petit guide pour une vie que je vais te transmettre. Pour te l'exprimer simplement, il y a des gens que je reçois qui ont 40, 50 ans et qui n'ont pas forcément compris ces bases, et ça fait 40 ou 50 ans qu'ils se maltraitent. Donc je t'invite vraiment à rester dans cette vidéo pour comprendre le fonctionnement de l'humain. On va traiter différents points, des points qui sont parfois contre-intuitifs. Par exemple, pourquoi l'addiction n'est pas un problème mais une solution, pourquoi tu ne vis pas dans le monde mais dans un monde que tu te crées toi-même, comment sortir des schémas répétitifs et comment arrêter de rejouer les mêmes pièces de théâtre à répétition, pourquoi par exemple ta frustration est ton meilleur allié et n'est pas un ennemi. J'aborderai aussi notamment un lien entre l'addiction et l'estime de soi. Et je finirai par quelques petits points bonus qui permettront de faciliter ton rapport à toi, à l'autre et donc à ta vie en général. Alors, le premier point, c'est un peu de café quand même parce que c'est important. Tu ne vis pas dans le monde, tu vis dans le monde que tu crées. Alors, c'est pas de la toute-puissance que je suis en train de vous vendre, c'est pas un endroit où finalement vous pouvez faire devenir le monde comme vous le souhaitez. Ce n'est pas ça, c'est plus fin que ça. C'est tu vas chercher à confirmer tes croyances internes, à confirmer tes émotions, à confirmer la pièce de théâtre intérieure que tu vis déjà. Et donc tu vas créer extérieurement les conditions qui justifieront la sortie de certains de tes affects, de certaines de tes émotions. Pour vous donner un exemple très concret, on peut parler des algorithmes. Ça, tout le monde le comprend. C'est-à-dire que ton algorithme, c'est quelque chose en fait en réalité qui te définit. L'algorithme est quelque chose qui, par ton attention posée sur différents contenus, va s'adapter à toi et va te délivrer des contenus que tu as envie de voir ou que tu n'as vraiment pas envie de voir. Pourquoi? Parce que les deux sont des types de contenus qui vont te faire réagir, qui vont te faire rester. Et donc, à partir de ce moment-là, on comprend très bien avec un algorithme que l'algorithme, à un endroit, c'est un reflet de nous-mêmes. Et donc, c'est très facile de se plaindre de ce qu'il y a dans le monde, mais ton feed n'est pas le monde. Ton feed est une partie de ton monde intérieur qui est rejoint par le monde extérieur. C'est-à-dire, c'est ton envie, en réalité. C'est une phrase de mon mentor que j'adore, c'est: tu peux parfaitement être en paix dans un pays en guerre. Tu peux parfaitement être dans une sérénité, dans un endroit où les gens sont stressés. Tu peux... Et en fait, tout dépend de la façon dont tu regardes, la façon dont tu vas t'exposer à ça, l'attention que tu vas porter, et tout dépend de l'algorithme de vie que tu constitues. Et donc, chacun a son expérience propre et va décrire son expérience propre comme étant le monde. Alors que non, c'est l'exposition du monde auquel on choisit à un endroit de s'exposer, de regarder. C'est-à-dire qu'il y a un biais de cadrage. Donc arrêtez de dire le monde est comme ci, le monde est comme ça. Non, dites je m'intéresse à cette partie du monde. Et vous pouvez vous intéresser à d'autres parties du monde. L'algorithme des réseaux sociaux s'adapte à toi, tout comme le réel s'adapte à toi à un endroit. Et donc tu passes ton temps à jouer une pièce de théâtre, à distribuer des rôles même dans ta vie. Tu le fais dans ta vie de tous les jours, dans ta vie de couple, dans ta vie avec tes amis. C'est-à-dire que tu as un affect intérieur et tu vas chercher à confirmer ce scénario de vie. C'est-à-dire si je suis rejeté, je vais aller confirmer le fait que je suis rejeté. Et ça peut être plein d'autres choses. Par exemple, hier, j'étais énervé et il y a un camion qui m'est passé à côté de moi en vélo et je lui ai fait un énorme doigt parce que j'étais vénère. Voilà, il a failli me renverser, j'ai eu peur, donc je lui ai fait un doigt. Et en réalité, quand j'ai regardé en moi, la plupart du temps, je fais pas ça. Et je savais que, en fait, j'étais énervé. Donc, je me suis concentré sur ce qui m'énervait dans mon environnement pour justifier ma colère intérieure. C'est-à-dire que j'ai été violent envers ce mec, bon, qui avait été dangereux, certes, mais j'ai été violent pas d'abord parce que il avait failli me renverser, mais d'abord parce que j'avais déjà cette colère intérieure que j'ai justifiée par la présence du camion. Mais en réalité, c'était moi qui étais énervé. Et donc, ça permet de remettre les choses à leur place. C'est-à-dire que quand tu passes une mauvaise journée, tu rentres et tu vas te concentrer sur tous les détails que ta copine fait pas bien, que tes proches font pas bien, et tu vas leur faire des remarques pour créer ce conflit qui justifie en fait déjà l'énervement. Et ça marche pareil avec la colère, la tristesse, en fait toutes les émotions, on passe notre temps à créer des scénarios. Et donc ça c'est oufissime, une fois que tu en prends conscience, tu peux te responsabiliser là-dessus et du coup bien plus impacter tes scénarios de vie. Et donc la première leçon de ce point, qui était un peu long, c'est: arrête de te plaindre d'un algorithme que tu choisis. Arrête de te plaindre de l'état du monde et regarde plutôt l'intérieur. Pourquoi tu as un intérêt à aller voir tout le temps l'horreur, à t'exposer à ça et à te faire mal en fait là-dedans? C'est ça le problème. C'est: arrête d'essayer de changer le monde.
regarde à l'intérieur de toi. Ça passe par là. Le deuxième point, ça concerne la réussite. Ça concerne la réussite et en réalité, pas uniquement. Je me sers de l'exemple de la réussite pour vous faire comprendre ce point. Le cerveau, c'est une machine à créer du sens. C'est une machine à rationaliser a posteriori des événements. C'est-à-dire que tu vis une situation et derrière, tu vas expliquer par un nombre de variables qu'est-ce qui s'est passé. Par exemple, tu réussis, je ne sais pas, cette vidéo va marcher, voilà, elle fait des centaines de milliers de vues. Et a posteriori, je vais expliquer aux gens pourquoi j'ai réussi. Parce qu'en fait, à la base, j'ai fait tel hook, parce que j'ai mis telle intrigue, parce que... Et donc, on va rationaliser a posteriori ce qui se passe. Le cerveau passe son temps à faire ça. Et sauf qu'en réalité, à un endroit, c'est une douille de faire ça. On essaye de nous faire croire à nous-mêmes qu'on a compris pourquoi les choses marchent. Alors que les choses marchent bien plus par le hasard des événements que par la réalité contrôlable qu'on lui a influé. Et donc, c'est remettre les choses à leur place, c'est remettre l'église au milieu du village, de réaliser que finalement, on ne fait que rationaliser a posteriori. Et c'est pas parce que nos rationalisations sont très complètes, très correctes d'un point de vue mental, qu'elles sont vraies. C'est pas parce qu'elles sont très claires, très rationnelles finalement à un endroit qu'elles sont vraies. Et donc le cerveau, c'est comme ça qu'il fonctionne. Il y a l'expérience de Gazzaniga qui nous confirme ça. C'est le cerveau, c'est une machine à créer du sens après les événements. Et justement, on explique que ce cerveau est une machine à nous raconter des histoires à nous-mêmes. Pourquoi? Parce que raconter des histoires, c'est simplifier. Et quand tu simplifies, tu peux prendre des décisions, tu peux utiliser ton système 1, ton système rapide, et donc tu peux agir sur ton environnement rapidement, et tu peux le contrôler plus facilement, te rassurer aussi, parce que si jamais tu sais pourquoi les choses se passent, alors c'est rassurant. Et donc le cerveau est une machine à se rassurer lui-même en se créant des histoires. Et donc on rationalise a posteriori ce qui s'est passé. Et donc par rapport à la réussite, pour revenir là-dessus, on raconte a posteriori pourquoi on a réussi. Alors que la réalité est beaucoup plus complexe que la simplification qu'on en fait. Et donc, faut se méfier des gens sur Internet qui vous expliquent comment ils ont réussi, qui vous expliquent pourquoi finalement avec ces 10 conseils, comme ce que j'ai fait au début de cette vidéo volontairement, finalement à un endroit j'allais changer votre vie. Mais il faut se méfier que ça parce que c'est une simplification, c'est une essentialisation du réel à l'extrême. Et bien sûr qu'il y a des bonnes choses à prendre, mais se rappeler que c'est une simplification et que les gens qui vous vendent du rêve comme ça, les vendeurs de formation, de tout ça, qui vous promettent monts et merveilles parce que eux ils ont réussi à un endroit, vous vendent parfois finalement quelque chose qui est intrinsèque à eux et au monde, et cette capacité à raisonner avec le monde, ils vous vendent en fait quelque chose qui est ontologique chez eux, qui correspond à un état d'être, qui correspond à ce qu'ils sont à la base, comme étant une acquisition, comme étant une capacité. C'est-à-dire que si jamais je peux vous vendre ma taille comme étant le fruit de mon travail, de mes capacités à bien me nourrir, de tout ça, alors qu'en réalité, ma taille est énormément déterminée génétiquement. Et bien c'est pareil pour certaines compétences. Il y a plein de gens qui vous vendent une réussite alors que c'est juste une capacité à s'aligner sur le monde qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes et qui rationalisent pour vous vendre finalement le fait que eux ont compris comment fonctionnait le monde. Donc la conclusion de cette petite partie, c'est méfie-toi des gens qui simplifient le réel à l'extrême, méfie-toi de ton cerveau qui simplifie le réel à l'extrême, et donc postule davantage ton incompréhension plutôt qu'une compréhension, puisque finalement, quand tu postules une compréhension claire du réel, tu te fermes à la possibilité de comprendre de nouvelles choses. Tu te dis non, ça y est, moi j'ai compris. Et donc tu as une fermeture d'esprit à partir de ce moment-là. Et ça, c'est très mauvais pour déjà la santé du cigare, comme dit Alexandre Astier. Dans Camelot, je cite mes sources, c'est important. Et pour la découverte en fait, et pour le fait d'avancer, de comprendre le monde, de comprendre le fonctionnement et tout ça. Autre point, c'est le fait de vouloir avancer toujours plus vite, de toujours aller plus vite. Il y a un point que je trouve important de dire, une analyse de la société, c'est que tu n'avances jamais aussi vite que quand tu as peur. Et donc quand tu vois beaucoup de gens avancer très vite sur Internet, qui te montrent leur réussite, qui te montrent finalement tout ce qu'ils font, dis-toi qu'ils sont sûrement en métaprogramme, c'est-à-dire qu'ils sont câblés dans une façon de faire, dans un métaprogramme évitement. C'est-à-dire qu'ils sont en fuite de quelque chose. Je m'explique, je simplifie. Tu ne cours jamais aussi vite que quand on te poursuit. Et finalement, tous ces gens qui te vendent de la vitesse, de la rapidité, du fait de prendre soin de soi rapidement, de réussir à s'améliorer, de réussir à performer, de réussir dans sa vie, sont des gens, pour une grande partie, qui sont dans un métaprogramme évitement.
n'admire pas trop ces gens finalement qui s'autodétruisent énormément. Je le dis aussi parce que ça a été mon cas pendant une période de ma vie. C'est-à-dire que c'est l'horreur qui m'a fait avancer pendant une période de la vie. Comme j'ai dit au début de la vidéo, c'est la nécessité qui m'a obligé à chercher de la nourriture toujours plus, à chercher de la connaissance, de la nourriture intellectuelle, parce que justement, j'étais dans cette soif et dans cette peur et dans ce stress constant, et j'avais besoin de régler mes problèmes de stress à un moment. Et donc, j'avais besoin de comprendre, de décortiquer, et je pourrais faire passer ça comme étant un truc incroyable, de la confiance en moi que j'avais, du courage et tout. Non, c'est des conneries à cet endroit-là. Et c'est des conneries pour beaucoup d'individus, sauf qu'il faut avoir l'humilité là-dessus. Et comme je suis quelqu'un de très, très, très humble, bah voilà, j'ai l'humilité de reconnaître que j'étais en métaprogramme évitement pendant longtemps et que beaucoup de personnes, pour fréquenter aussi ces milieux et tout ça, sont traumatisées intérieurement et en fait fuient une partie d'eux-mêmes à travers la conquête dans le réel ou ce genre de trucs. Et donc, tu ne cours jamais aussi vite que quand tu es poursuivi. Alors certes, tu vas plus vite, mais tu te blesses plus, puisque bah, à un moment tu trébuches, tu vas cramer des ressources que tu n'as pas aussi, tu vas t'endetter sur toi-même. C'est vraiment possible, l'endettement, déjà on parle de dette de sommeil, on peut parler de dette psychologique, de dette de stress, de dette de tout ça. Et on va s'endetter auprès de soi-même, justement pour avoir toujours plus, pour faire toujours mieux. Et ça va nous épuiser, ça va nous autodétruire. Et donc on a de fortes chances de se traumatiser quand on est dans ce genre de métaprogramme évitement, et quand on n'est pas dans un métaprogramme désir, en fait, juste ah, j'aimerais bien avoir ça dans le monde et puis je vais aller faire en sorte de le conquérir parce que ça m'amuse. Et c'est pas du tout depuis le même espace intérieur. Tu vas moins vite, certes, mais tu ne te fais pas mal. La vie, c'est pas une course, c'est pas un sprint, c'est de l'endurance. Donc prenez votre temps, soyez patient parce que sinon vous allez vraiment vous blesser. Et d'ailleurs, je pense que c'est vraiment ça la sagesse. La sagesse, c'est l'art, la capacité à s'économiser et à prendre son temps. Et donc, apprenez à vous économiser parce que bah, ça vous évite les blessures en fait, hein. Donc, pour conclure, là, déjà, tout ce qu'on a dit, c'est tu ne vis pas dans le réel, tu vis dans le théâtre que tu te crées toi-même. Tu ne vis pas dans le monde, tu vis avec un monde auquel tu t'exposes. Et je remets de la nuance là-dedans, parce que quand tu es tout petit, justement, tu ne choisis pas le monde auquel tu t'exposes, et c'est ça qui va conditionner finalement le fait que tu vas t'exposer à certains types d'environnements. Et donc, ne te force pas à avancer trop vite, tu as le temps dans la vie, prends le temps, et utilise le temps que tu as à disposition sans te cramer. Alors, je vais rentrer dans une partie un peu plus psychologique là, je vais vous parler d'addiction. Moi, j'ai été concerné pendant longtemps par l'addiction et pour m'être débarrassé entièrement de mes addictions, bah, déjà, je vous ferai plusieurs vidéos sur le sujet, que ce soit addiction à la clope, à la pornographie, aux jeux vidéo, même à l'alcool dans une moindre mesure, même si je considère pas avoir plus que ça été addict. Je me mettais minable, mais j'étais pas forcément addict. Et qu'est-ce que c'est? Bon, déjà, une addiction, c'est une activité compensatoire qui nous permet de tenir dans un environnement que l'on supporte pas. Et donc, plutôt que de pointer l'addiction comme étant une mauvaise chose, comprenez que l'addiction a un rôle à jouer. A un rôle à jouer puisque si jamais vous avez besoin de vous fuir à travers une activité, justement quelque chose qui vous demande déjà toujours plus, il y a ce mécanisme dans l'addiction, qui vous demande toujours plus d'alcool, qui vous demande toujours plus de jeux vidéo, qui vous demande toujours plus le fait de s'hypnotiser toujours plus, bah, c'est un endroit que vous n'êtes pas bien dans votre vie. Sinon, vous ne le ferez pas. Quand vous êtes bien dans votre vie, vous restez avec vous-même. Vous ne cherchez pas à vous fuir. Et donc déjà, c'est comprendre que cette addiction, en fait, est là pour vous protéger d'une souffrance que vous n'arrivez pas à encaisser. Et donc critiquer bêtement l'addiction, ben, c'est ne pas comprendre qu'il y a quelque chose dans votre vie, dans votre environnement, intérieurement, qui ne va pas forcément. Et donc c'est supprimer une addiction de façon comme ça, brusque, c'est supprimer la béquille sur laquelle vous êtes assise et donc l'addiction est là vraiment comme une canne sur laquelle vous vous appuyez pour faire face à un environnement qui est trop lourd. On va prendre cette image, vous êtes là, il y a un mur qui s'écrase sur vous et donc la canne, qui est l'addiction, est là pour supporter ce mur que vous ne supportez pas. Je vous dis que l'addiction est bonne à un endroit, c'est vrai, et en même temps, il y a des addictions qui vont finir par créer de l'autodestruction, qui vont créer des boucles de rétroaction négatives qui font que le négatif entraîne le négatif. Et par exemple, une addiction à des drogues dures, à l'alcool, à ce genre de trucs, même si ça vient compenser, la chose en elle-même, le produit en lui-même vient tellement vous autodétruire que bah, en fait, je comprends la volonté et le souhait d'essayer d'enlever, un peu plus brusquement cette addiction. Mais comprenez que toutes les addictions qui, procurent très peu d'autodestruction, bah, en fait, gardez-les tant que vous n'avez pas réglé vos problèmes dans l'environnement. Les addictions s'enlèvent, d'elles-mêmes une fois que votre vie, finalement, vous correspond
et que votre vie est bien mieux. Et donc c'est en allant petit à petit s'exposer au monde tout en réglant ces problèmes que vous lâcherez naturellement votre addiction. Vous n'avez pas besoin de lutter contre vos addictions en général pour qu'elles disparaissent. Vous posez l'intention qu'elles disparaissent parce que vous savez que ça vous autodétruit un endroit et en même temps vous agissez dans le monde pour ne pas vous faire mal et pour vous servir en fait de l'addiction comme comme la canne finalement. Et vous allez petit à petit alléger ce mur qui s'écrase sur vous. Et en allégeant ce mur, vous pourrez finalement finir par lâcher la canne. Donc ne vous concentrez pas directement sur cette canne en essayant de l'enlever, c'est débile. Vous êtes en train de vous autodétruire et c'est pour ça qu'après vous vous flagellez et que derrière vous n'arrivez pas à vous aimer parce que vous dites ah mais non mais j'arrive pas à me sortir de cette addiction, j'arrive pas à me sortir de ce scénario. Mais c'est normal en fait, ce scénario t'est vital donc heureusement que tu n'arrives à pas t'en sortir, sauf que le problème c'est que si jamais tu fais dépendre ton estime de toi du fait que tu arrives à sortir de cette addiction, alors tu fais dépendre ton estime de toi de quelque chose qui n'est pas résolvable pour le moment, au lieu de te concentrer sur ton environnement, là où tu peux agir, c'est-à-dire alléger ce mur qui est ton environnement, qui est parfois des proches qui sont désagréables, qui est parfois un métier que tu n'aimes pas, qui est tout ça, quoi, qui est des traumatismes passés. Et donc plus tu vas alléger ce mur, plus tu pourras lâcher cette canne. C'est ça les étapes. Et donc, arrête aussi de t'insulter quand tu n'arrives pas à enlever une putain d'addiction. L'addiction est là pour te préserver. Et donc, arrête de t'auto-insulter quand tu n'arrives pas à faire quelque chose. Ça, c'est de la toute-puissance. C'est se croire maître à bord de tout. Et c'est croire que tu comprends pourquoi la chose est là. Si tu n'arrives pas à l'enlever, c'est peut-être parce que c'est une brique de fondation à l'intérieur de toi. Et ça, les gens ne veulent pas l'accepter. Sauf que du coup, ils se pourrissent l'estime d'eux-mêmes et ils font des boucles de rétroaction négatives là-dessus où ils ont de plus en plus une mauvaise estime d'eux-mêmes parce que ils luttent de plus en plus contre quelque chose sur lequel ils sont construits. Et donc, comment on récupère une bonne estime de soi? C'est en arrêtant de lutter contre les choses contre lesquelles on ne peut pas forcément agir pour le moment. Retenez cette phrase, c'est l'addiction n'est souvent pas un problème, c'est une solution à un problème plus coûteux intérieurement ou extérieurement, votre environnement et tout ça. Mais à un endroit, c'est intérieurement puisque vous vous exposez au monde finalement, à l'algorithme que vous souhaitez à un endroit. Pour rester dans ce côté un peu addiction et tout ça, et fuite de soi, je vais vous parler de deux choses, de conversion et de diversion. La diversion, c'est le fait d'essayer de se fuir soi-même. C'est essayer de divertir l'esprit. Je vais vous donner l'étymologie que je ne connais pas par cœur, mais que je trouve très bien. Alors, c'est du latin divertere, c'est se détourner se détourner de soi. En fait, la diversion, c'est ça. Et quand on dit je crée du divertissement, c'est en fait j'aide les gens à se distraire d'eux-mêmes parce que eux-mêmes c'est chiant au bout d'un moment. Et je comprends, je n'ai rien contre la diversion en soi. La question c'est à quelle proportion elle est présente dans votre environnement. Plus elle est présente, plus ça veut dire que vous êtes en mécanisme de fuite, plus vous passez du temps à scroller. Moi je vois une corrélation linéaire directe entre mon temps passé sur les écrans et les problèmes que j'ai à gérer dans ma vie. Parce que bah, c'est un endroit de repos, c'est un endroit de fuite. Sauf qu'en faisant ça, tu ne règles pas tes problèmes de 1. Et en plus, tu as tendance à te séparer de toi-même. Et il n'y a rien de bon à se séparer de toi-même, puisque bah, déjà, tu ne prends pas beaucoup de plaisir en réalité quand tu es séparé de toi-même. Quand tu es diverti de toi, tu ne prends pas beaucoup de plaisir. Et le deuxième mot, c'est la conversion. Alors c'est pareil, je vais vous lire l'étymologie. Il y a deux mots, c'est d'une part épistrophé, qui signifie changement, orientation et implique l'idée d'un retour à l'origine, un retour à soi. Donc c'est ça la conversion, c'est un retour à soi, c'est un retour à l'origine. Et il y a un autre mot, l'autre mot c'est métanoïa, qui signifie changement de pensée, repentir, et implique l'idée d'une mutation, d'une renaissance. Et donc il y a cet aspect du phénix, cet aspect de la renaissance. Et donc dans la vie, tu as deux choix. Soit tu choisis de te divertir, soit tu choisis de te convertir. Et au bout d'un moment, plus tu te convertis, plus tu as des boucles de rétroaction positive et plus tu vas rester avec toi parce que plus tu peux vraiment prendre du plaisir, plus tu vas pouvoir orienter ton environnement un peu plus comme tu le souhaites, adapter l'algorithme à tes envies, à tes besoins. Et donc ça, c'est agréable. Et donc si vous vous voyez dans un processus énorme de diversion, bah, c'est que vous êtes en train de fuir et déjà c'est bien de le savoir. Et en même temps, ne vous tapez pas dessus comme je vous l'ai dit parce que si vous êtes en train de fuir quelque chose, c'est qu'il y a potentiellement quelque chose qui vous court après. Donc analysez, décortiquez, comprenez
et allez vous introspecter là-dessus, allez faire une thérapie, ce que vous voulez, en fonction des moyens par lesquels vous voulez passer, pour essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous et pourquoi vous êtes en fuite. Et donc, je ne critique pas les gens qui se divertissent, puisque je ne peux pas critiquer quelqu'un qui s'appuie sur une canne face à un mur, ou pour revenir sur l'exemple de tout à l'heure, une canne face à un mur, mais ou un grand-père qui s'appuie sur une canne. Et d'ailleurs, la consommation est basée sur un processus uniquement quasiment de diversion, où tu vas essayer de divertir l'humain et lui dire que c'est là-dedans qu'il trouvera sa rédemption. Ça permet de continuer à consommer, alors qu'en réalité, le problème est intérieur, ou qu'il faut changer l'environnement, briser un couple, recommencer une vie, bref, ce genre de truc, quoi. Mais le problème, c'est que là-dedans, tu consommes pas, parce que si tu règles tes problèmes, t'arrêtes de te fuir, et donc t'arrêtes globalement de consommer. Un point aussi, ça qui est un vestige de mon passé, c'est, moi pendant longtemps je pensais que le sport, me sauverait. C'est-à-dire que j'étais angoissé du monde, j'étais angoissé de la réalité, du changement, j'étais énormément dans le contrôle, il y avait énormément de choses qui me perturbaient dans ma vie, et donc j'ai commencé à faire pas mal de sport. Et le sport, c'était une fuite qui me faisait croire à moi-même, à un endroit que j'allais potentiellement réussir, si jamais j'arrivais à être discipliné. Or, c'est totalement faux, le monde ne fonctionne pas comme ça, la discipline, c'est très bien, mais la discipline, selon moi, vient d'elle-même, quand on est à un endroit qui est bon pour nous. Donc voilà, il y a bien sûr des cercles vertueux avec, la mise en place de discipline et tout ça, mais globalement, la discipline n'est pas je vois un culte à la discipline par le sport parce que j'avais peur d'échouer. En fait, c'était ça. Et le sport ne te dit pas si tu vas réussir ou pas. C'est très bien si tu fais du sport pour prendre soin de toi, hein, genre, je critique pas, et je fais du sport 3-4 fois par semaine. Et ça paraît con dit comme ça, hein, mais moi j'y croyais vraiment, hein. Je croyais vraiment, je pense à cause des réseaux sociaux en partie, que le sport allait m'aider à réussir dans ma vie, à atteindre mes objectifs et tout ça. Si jamais tu veux atteindre tes objectifs, concentre-toi sur tes objectifs, et le sport, si tu veux en faire un petit peu pour prendre soin de toi, c'est très bien. Et donc le sport à cet endroit-là, finalement, quand on regarde, peut être une forme de distraction, et non pas, encore une fois, une forme de conversion, une distraction de soi aussi, pour fuir la peur, pour fuir tout ça. En fait, je pense que le but de la vie à un endroit, c'est de passer de plus en plus de temps à travers son existence avec soi, de plus en plus arriver à se côtoyer. Et si on devait définir un endroit, un sens de la vie qui serait beau, je trouve, bah, c'est le fait de passer du temps avec soi, et de passer de moins en moins de temps à se divertir, c'est-à-dire à justement de se fuir soi-même. Puisque moins vous vous divertissez, plus généralement ça signifie que vous êtes bien avec vous-même, et donc il y a un endroit, une espèce d'accomplissement qui ne peut pas vous être enlevé en plus. Donc c'est agréable, c'est cool. Autre point important, c'est vraiment reste avec ta frustration. Apprends à cultiver ta frustration. Ça, c'est un point essentiel que j'ai mis un peu de temps à comprendre, et à intégrer plutôt, parce que c'est facile à comprendre. En fait, la frustration, c'est quoi? C'est l'incapacité à obtenir ce que l'on voudrait. C'est un truc de: «Ah putain, j'adorerais avoir ce gros jouet là, au magasin», comme le petit garçon qui regarde le gros jouet, mais ma mère veut pas l'acheter. Et donc cette frustration, en fait, elle est hyper saine, parce que c'est ce qui permet de forger notre désir, c'est ce qui permet de forger notre envie, et ce qui permet si tu stackes ta frustration et tu arrives à rester avec elle, de te donner la force après de te battre pour obtenir ce que tu souhaites. Et donc, un point là qui est important, et moi, un auteur qui m'a donné énormément de leçons de vie. Attendez, je vais vous chercher le bouquin. J'ai lu Le Cygne Noir et Antifragile de Nassim Taleb, et il m'a fait comprendre un truc, Taleb, qui est super important dans la vie, c'est: il faut s'exposer aux accidents positifs. Et donc, je ferai pareil une vidéo entièrement là-dessus, sur comment s'exposer à la chance, comment jouer avec la chance dans le monde, et comprendre que ce qui t'impacte le plus dans ta vie sont des facteurs de chance et non des facteurs que tu contrôles. Les accidents positifs ou négatifs ont bien plus d'impact dans ta vie que ta propre volonté. Que ça soit par exemple un accident négatif, ça peut être un décès. Ça a un énormément d'impact dans ta vie, ça peut remodeler toute ta vie et tu n'y peux rien. C'est-à-dire qu'à un endroit, ce qui t'impacte le plus, c'est vraiment ce que tu ne contrôles pas. Je sais pas, il y a une bombe qui tombe sur ta maison, accident négatif, tu peux pas le prédire. Moi là, je suis à Paris, c'est peu probable. Mais c'est pareil pour les accidents positifs, c'est-à-dire tu croises quelqu'un qui va devenir ta copine et puis ta femme jusqu'à la fin de ta vie. Putain, mais c'est un accident positif, c'est un accident positif de fou. Et tu peux travailler
ta capacité à t'exposer à ces accidents positifs. Si jamais tu es dans l'entrepreneuriat ou ce genre de truc, c'est t'exposer. En tout cas, tu peux tout le temps réfléchir de cette façon, c'est comment je m'expose, je maximise mon exposition à la chance dans ma vie, et non comment je contrôle mon environnement pour obtenir ce que je veux. C'est vraiment, il y a une exposition à la chance. Ça peut être discuter avec les gens, si jamais c'est trouver une idée, c'est échanger avec les gens. Si jamais c'est réussir dans le business, c'est s'associer avec différentes personnes parce que tu multiplies ton exposition à la chance du coup. Parce que le voisin peut obtenir quelque chose et du coup, toi, tu peux aussi obtenir si tu es associé avec lui et vice-versa, en fait. Et donc, c'est travailler son exposition à la chance comme ça. C'est vraiment une des clés. Pour conclure cette partie et même les précédentes, c'est donc tu vis dans des scénarios que tu crées, tu compenses et c'est très bien. En fait, en réalité, c'est ça que je dis, tu compenses et tu te distrais et c'est très bien. Mais moins tu te distrais, plus tu passes de temps avec toi, plus tu passes de temps avec toi, plus tu as une vie qui te correspond. Et donc, tu peux passer d'une boucle de rétroaction négative à une boucle de rétroaction positive aussi. Puis même, ça change ton état d'humeur, tu es plus content de ce que tu fais dans tes journées. Bref, tu changes la boucle, et tu passes du négatif au positif. Et aussi, le point à retenir des parties précédentes, c'est tu gâches souvent ton désir en voulant aller trop vite, en ne stackant pas ce désir auprès de toi, en ne stackant pas ces petites billes de désir qui te permettent d'investir dans le monde. Donc reste proche de ta frustration. Et enfin, la dernière leçon, c'est expose-toi à la chance. Expose-toi à la chance dans ta vie parce que ça t'impacte énormément, bien plus que ta volonté. Et donc s'exposer à des accidents positifs, c'est par exemple si cette vidéo fait 100 000 vues, à un endroit, c'est un accident positif. Je ne peux pas le prévoir. Je peux faire en sorte de travailler pour qu'elle fasse des vues, mais à la fin, à terme, je ne sais pas ce qui va marcher et ce qui ne va pas marcher. Et donc tout ce que je peux faire, c'est m'exposer à la chance, tester. Un autre point, là ça fait 2 points que je vous donne sur Taleb, mais un autre point sur Taleb, parce que c'est un de mes auteurs favoris, voir mon auteur préféré, dans le sens, je pense que c'est l'auteur qui m'a le plus appris de leçons de vie, c'est ne fais pas confiance aux gens qui ne jouent pas leur peau. C'est un heuristique total. Jouer sa peau, déjà pour savoir ce que c'est, ça veut dire s'investir. C'est fais confiance aux gens qui s'investissent, aux gens qui s'investissent dans leur vie. C'est-à-dire, si jamais quelqu'un te parle de comment fonctionne, je sais pas, le business et tout ça, mais que lui-même n'a pas de business, il y a un endroit, ça n'a un peu aucun sens. Alors, il peut t'apporter quelque chose de positif, mais ça n'empêche que tu dois pondérer son avis et donc réduire le potentiel de son avis à un endroit parce que finalement, il parle d'un sujet auquel il ne s'expose pas. Et donc plus la personne est investie elle-même dans quelque chose, plus tu as des chances que son point de vue soit cohérent. Alors, c'est un heuristique, donc ça ne veut pas dire que parce qu'elle est investie, alors c'est cohérent. Mais tu augmentes les chances d'avoir une vraie leçon de vie à un endroit parce que la personne a été investir d'elle-même. Et donc Taleb, lui qui était un trader, il explique que quand quelqu'un te donne un conseil de trading, ne regarde pas son conseil, regarde son portefeuille. C'est aussi simple que ça. Et si jamais lui-même n'applique pas ses propres conseils, c'est qu'il y a un endroit, il y a un problème. Et donc, pour conclure cette petite partie, c'est ne regarde pas ce que quelqu'un dit, regarde ses actes et regarde ce qu'il risque. Et là-dessus, tu auras beaucoup plus d'informations et ça te permettra de prendre des décisions derrière beaucoup plus facilement. Le 9e point, et l'avant-dernier, c'est le fait d'arrêter d'essayer de changer les gens. Finalement, ça revient au premier point, quand je vous ai dit que on avait un algorithme de vie comme on a un algorithme d'Insta. C'est-à-dire que l'humain fonctionne comme ça, il s'expose à un algorithme et il dit « je ne veux plus que cet algorithme existe ». Non, si, il existe et c'est toi qui t'y exposes. Par contre, tu peux choisir d'arrêter de t'y exposer à un endroit et d'arrêter de te faire cette auto-violence. Et donc, c'est pareil avec les individus. Arrêtez de vous exposer à des individus que vous voulez changer. Ça veut dire à un endroit que vous ne voulez pas être avec ces individus. Arrêtez d'essayer de changer l'autre. Le meilleur moyen de changer quelqu'un, c'est par l'exemple. C'est de montrer la voie et d'essayer de faire au mieux avec soi-même. Et l'humain, de toute façon, quand tu comprends un peu le fonctionnement humain, quand tu essayes de changer un autre et tu essayes de dire à l'autre soit comme ça, soit pas comme ça, tu mets son système en résistance en réalité. Parce que un des buts de la vie, de tout système, c'est de s'auto-préserver et de continuer à exister. C'est une façon qu'on a de se rassurer, c'est d'essayer de préserver la continuité, et c'est pour ça qu'on se reproduit notamment. Et donc, quand tu essayes de supprimer quelque chose chez quelqu'un, de changer quelqu'un, tu rentres en confrontation avec son système et donc tu le mets en résistance et tu as même des chances de renforcer ce qu'il est déjà. Et donc, à partir du moment où tu comprends ça, tu arrêtes d'essayer de changer l'autre, mais tu t'exposes plus justement à l'autre. C'est-à-dire, si jamais l'autre te saoule, par exemple, tu vas moins t'y exposer. En fait, c'est un point qui est vraiment d'une importance capitale parce que tu arrêtes d'être violent avec l'autre, tu arrêtes d'être violent aussi avec toi parce que c'est fatigant aussi de vouloir changer l'autre et tu commences à montrer l'exemple.
Et pour revenir sur le point encore une fois du théâtre, c'est vraiment ce que je vous ai dit, le doigt que j'avais fait à la voiture, c'est ce même exemple. Il y a 2 jours, ma copine me demande beaucoup d'affection là en ce moment, et je sais qu'il y a 2-3 jours par mois où c'est toujours le cas. Et elle me demande beaucoup d'affection, sauf que à force de tirer la corde justement pour finalement avoir cette confirmation de je suis aimé, bah en face ça peut irriter l'autre et ça peut le braquer. Et finalement, quand on cherche à absolument obtenir quelque chose de l'autre, qu'on cherche absolument à changer l'autre, qu'on cherche et qu'on va parfois reprocher à l'autre finalement de ne pas nous donner ce qu'on a besoin à l'intérieur, on va finir par braquer l'autre et donc vraiment créer l'inverse de la situation qu'on voulait. Et donc là, la meilleure solution, par exemple, par rapport à ça, c'est d'exprimer sa frustration, d'exprimer son besoin, d'exprimer tout ça pour obtenir potentiellement en retour ce qu'il y a à disposition. Mais s'il n'y a rien à disposition, alors on va se déplacer dans l'environnement et se rendre à un endroit où il y a l'alimentation nécessaire à notre besoin affectif ou même ou notre besoin alimentaire tout court, quoi. Et vraiment, pour conclure cette petite partie, c'est comme tu t'exposes à un algorithme que tu choisis et que tu essayes de vouloir changer un algorithme que tu as choisi et qui est comme ça intrinsèquement, c'est comme si tu arrivais, je sais pas, devant une montagne et tu disais soit un lac, et tu étais énervé que non, si jamais tu veux un lac, va voir un lac. Mais l'humain est tellement bloqué dans ses propres fonctionnements qu'il s'expose à des choses qu'il ne veut pas et derrière, il va reprocher à la chose de ne pas être ce qu'elle est. Bref, tous ces points, ça vous permettra d'avoir un vrai guide pour avancer dans votre vie, pour vous comprendre et pour finalement débloquer une vie qui est bien plus épanouissante pour vous. Et attention aussi à une chose, ce que je dis là depuis le début, c'est pas tu fabriques le monde extérieur. Parce qu'il y a des gens qui pensent vraiment comme ça et qui se disent oui, tu résonnes sur la fréquence qui fabrique le. Non, 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 en fait à la fin, tu viens t'exposer à un monde qui te correspond ou pas. Et c'est ça, en fait, le fond. Et ça dépend pas de ta volonté, parce que tu as beau vouloir t'exposer à un monde plus sain, plus beau et tout, en attendant, si tu as des mécanismes inconscients, émotionnels qui te ramènent à ça, qui te ramènent dans ces pièces de théâtre désagréables, bah, tant que tu vas pas démêler la pelote de fil rouge qu'il y a à l'intérieur de toi, tant que tu vas pas tirer ce fil d'Ariane, bah, tu vas continuer à t'exposer à ça. Donc ça ne dépend pas de ta volonté, c'est pas parce que tu veux quelque chose que tu peux, ça dépend d'un état d'être intérieur, et cet état d'être se travaille par un travail d'introspection, justement. Donc voilà, je m'arrête là-dessus. Si vous en êtes là, du coup, abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo vraiment. C'est important de relayer ce genre d'informations parce que je les trouve trop rares sur Internet. Voilà, voilà. Bonne journée. Ciao.